Il y a une chose dont je voudrais m'excuser dès le départ. Là, je vais faire la critique, ça va tout à fait mériter. C'est qu'aujourd'hui, pour différentes raisons, on va surtout miser sur la céramique et le verre pour parler des métiers d'art. Moi, évidemment, mon domaine de spécialité, c'est d'abord le verre et ensuite la céramique. Et donc, c'est une des principales raisons. L'autre, c'était par rapport à la logistique de l'événement aussi, parce qu'évidemment, les métiers d'art, c'est un ensemble de pratiques, un ensemble de champs, un ensemble de matériaux. Et il fallait un peu synthétiser pour être capable de présenter une histoire qui est cohérente. Donc, je sais que je mets le métal, la bijouterie, le textile, le cuir, etc. de côté en grande partie, mais comme je vous dis, c'était dans le but d'arriver à quelque chose qui était cohérent. Et aussi parce que la céramique et le verre, maintenant, grâce à certains des travaux que moi j'ai faits, que Suzanne Surratt avait fait, entre autres, et tout ça, on connaît assez bien l'histoire de la céramique et du verre, mais pour des domaines, entre autres, on en reparlera à la fin, là, mais pour le textile, l'histoire de la joaillerie au Québec, c'est très, très embryonnaire. On connaît des petits bouts, on connaît des gens et tout ça, mais l'histoire scientifique n'a pas été tracée aussi encore. Donc, c'est plus facile, encore là d'avoir quelque chose, un discours qui est fondé scientifiquement quand on parle du verre et de la céramique. Donc, ceci étant dit, il y a une chose que je voulais, dans mon préambule, emmener en fait là, de façon importante, c'est que on a souvent tendance à confondre artisanat et métier d'art, mais en fait, il y a énormément de différences entre les deux et je dirais jusqu'à un certain point, ça peut être trompeur parce qu'en fait, dans ce qui est l'histoire des métiers d'art, la part de l'artisanat est en fait assez mince, en fait. C'est la part de l'industrie qui est beaucoup plus importante que la part de ce qu'on peut considérer comme l'artisanat, comme une forme de production culturelle là, qui est liée à la survivance, aux pratiques culturelles domestiques et tout ça. Là, je prends par exemple, dans l'histoire du verre et de la céramique et des expositions universelles. Si vous regardez, par exemple, ici, on est à la fin du 19e siècle, c'est évidemment l'avènement de l'art nouveau. Et juste ici, c'est intéressant parce qu'on dit l'art nouveau, Tiffany Art Glass, Meunier Bronzes. Et là, on voit vraiment que c'est une figure là, de art nouveau avec un vase. Et ce qu'on voit derrière, en fait, c'est l'industrie ici. Donc, à cette époque-là, on ne faisait pas nécessairement, ou en fait, on voulait toujours croire qu'il était possible de produire de l'art à travers l'industrie, à travers les usines, c'est-à-dire produire industriellement de l'art, ça faisait du sens dans l'art déco. On le voit entre autres avec des productions d'Émile Gallé, là, qui datent à peu près de ces années-là, qui combinaient à la fois qui étaient des pièces très artistiques, mais aussi fabriquées en grande série. Les vases de Louis Crockford Tiffany. Évidemment, quand on parle industrie, on ne parle pas nécessairement baisse de qualité, en fait. C'était vraiment d'aller chercher le mariage idéal. Un autre grand nombre de l'art déco, René Lalique, ici, là, on voit je sais pas, les images ne sont peut-être pas excellentes, mais c'est vraiment du bijou, d'une finesse incroyable ici. Donc, on tombe évidemment là, dans le bijou d'art. C'est la même chose pour l'histoire du verre au Québec, par exemple. Aller jusqu'à ce que Gilles, ou à peu près, arrive avec le verre d'art dans les années 60-70. L'industrie du verre au Québec, l'histoire du verre, ça a toujours été une histoire industrielle. Dans l'histoire du verre soufflé, la pratique artisanale du verre est arrivée après la pratique industrielle. Le verre a été une pratique industrielle pendant à peu près 2000 ans, et ça fait juste depuis 50 ans qu'on fait de l'artisanat en verre soufflé. Donc, penser que l'artisanat vient avant l'industrie, etc., c'est des glissements de sens là, que je pourrais expliquer. Donc, on voit un peu le genre de production qui peut se faire à l'usine. Ça, c'est dans l'atelier de Tiffany, par exemple. Tantôt, on voyait des productions de Tiffany. Donc, Tiffany designait les pièces, mais après ça, elles étaient fabriquées par des ouvriers spécialisés qui travaillaient en usine. Ça, c'était le maître verrier ici. Et on voyait en fait l'équipe qui était nécessaire à la production d'une pièce de Tiffany.
Donc, c'était du travail de très grande qualité, mais qui était quand même divisé là, en fonction des équipes traditionnelles de travail. Là, on arrive un peu plus au Québec. On peut voir une part, justement, comme je vous disais, l'industrie, l'art déco, l'art nouveau, c'est la base des métiers d'art au Québec. Quand on parle d'artisanat, on peut évidemment faire référence à des productions là, comme de Saint-Jean-Port-Joli, les Bourgots, etc. Mais il faut voir que même ça, pour nous, ça sonne artisanat aujourd'hui. À l'époque, c'était de la grande industrie, ça, parce que ça, c'est l'Amérindienne qui était... Oui, Kateri, ils ont dû en faire 10 000 là, comme ça pour les touristes. C'est la même chose avec les thématiques du paysan, de l'habitant, etc. C'était fait en très grande série. Donc, est-ce qu'on parle d'artisanat? C'est pas le vieux qui gossait sur son balcon. Là, ça, c'est... On fait comme si c'était le vieux qui gossait, mais on le fait 10 000 fois pour vendre aux touristes, vendre dans les boutiques, etc. Donc, encore là, il ne faut pas confondre l'artisanat et l'industrie. Quelque chose qui est plus artisanal, mais qui a eu quand même, là, qui a été produit à travers, mettons, comme les salpêtrières et tout ça, Catalogne et tout ça. Et ça, les gens se rapportent déjà plus près de ce que était considéré à l'époque, même par Jean-Marie Gauvreau et des gens comme ça. C'est-à-dire que l'artisanat était lié à la sphère domestique, donc était lié au domaine de la femme. Et donc, Jean-Marie Gauvreau, entre autres, faisait vraiment la distinction entre l'artisanat qui appartenait aux femmes et le monde des métiers, des usines qui appartenaient aux hommes. Donc, différence de l'époque. Ça, on se retrouve un peu dans aux années 30, c'est un peu l'esthétique. À l'époque, il y avait vraiment un retour dans les années 20, dans les années 30, c'est qu'on voulait, à une époque où la modernité rentrait de plein fouet au Québec, entre autres à travers l'industrialisation, il y a eu un genre de mouvement de nostalgie, de vouloir retourner à des idées qu'on avait de ce qu'était l'artisanat traditionnellement. Donc, on a Krigoff ici avec le vieux, avec la pipe, donc tout ça, on voit tout un peu la quincaillerie traditionnelle. Mais ça, il faut voir que c'est un genre de... La même façon que dans les années 70, il y a eu un genre de retour à la terre et qu'on voulait redevenir artisan, etc. Mais à cette époque-là, dans les années 20, le clérico-nationalisme, entre autres, pour compétitionner avec la culture anglo-saxonne qui était promue par l'industrie, ont voulu en fait retourner à une vision folklorisante de ce qu'était l'artisanat au 19e siècle. Donc c'est une part de l'artisanal, en fait, dans les métiers d'art, c'est ça. C'est pas tant l'idée d'une production artisanale, mais c'est plus l'idée d'intégrer des motifs qui font artisanaux. Donc c'était comme néo-trad déjà dans les années 30. Et ça, on voit, ça c'est des productions par exemple de Jean-Marie Gauvreau, l'École du meuble, orientée en 30 ou 35. Là, on ne voit pas malheureusement sur la photo, mais ici, il y a des feuilles d'érable incrustées ici, par exemple. Donc, on a un meuble qui est de facture, là, art déco, là, un peu sage, là, mais on se rend compte que là, ce qui est artisanal, c'est l'idée de la feuille d'érable qu'on va ramener. Et dans l'idée du clérico-nationalisme, ça allait assez loin, en fait, l'idée, parce que l'idée de Jean-Marie Gauvreau, du clérico-nationalisme et tout ça, par exemple, par rapport à l'industrie du bois, c'était de dire le bois sort de la terre, pousse de la terre, donc c'est très québécois, c'est lié au terroir. Et en développant, par exemple, une industrie du bois, où on va voir, par exemple, ici, au lieu d'envoyer le bois brut aux États-Unis, pouvoir le transformer ici, avoir une valeur ajoutée, produire des meubles qui sont d'inspiration québécoise. Mais ça favoriserait entre autres la colonisation de l'Abitibi parce que ça nous permettrait d'aller couper des arbres. Donc on parle, c'est vraiment l'idée de l'École du meuble, c'était pas juste de produire des meubles, mais c'était lié à la colonisation du Nord. Céramique de Beauce, entre autres, qui était fondée à la même époque. C'est qu'on voulait, au lieu que les Beaucerons passent l'hiver à boire et l'été à travailler, là, les agriculteurs, on s'est dit, en les faisant travailler sur la céramique l'hiver, mais ça va les empêcher d'être oisifs et puis de s'adonner à l'alcool et aux créatures, etc., etc. Donc, il y avait vraiment l'idée c'était économique, c'était moral, c'était nationaliste, c'était un grand planning, en fait.
Et c'était concerté, c'est-à-dire que c'est des intellectuels comme Chantal Gauvreau, Ballardy, Marius Barbeau, qui ont à peu près comme pensé à ça, de dire comment est-ce qu'on peut faire un package, et finalement ils ont fini par fonder des écoles qui allaient dans ce sens-là. Encore là, c'est toute une grande histoire que j'essaie de résumer. Ici, on voit d'autres productions là, qui pouvaient sortir, par exemple, de l'École du meuble. Là, ici, c'est une production de Louis-Jacques Beaulieu, La maîtrise d'art. C'est pour vous montrer, par exemple, que ici, c'est des incrustations de plaques de céramique de maîtrise d'art, qui est un motif de feuilles d'érable dans un meuble de Louis-Jacques Beaulieu, comme ça. Donc, il y avait une intégration des métiers d'art, évidemment, parce que les métiers d'art, en gros, s'enseignaient tous sous le même toit à cette époque-là. Comme je vous dis, c'est l'époque de l'art nouveau, mais les gens qui sont dans cette idée-là de repiger dans le folklore québécois pour réactualiser. Donc, ici on se ramasse avec des formes art déco, mais quand on regarde, ça c'est Jean-Jacques Spénard. Ici c'est le party, là, la gigue avec la boisson. Ici c'est le sapin avec la chasse-galerie. Mais ces gars-là, ce n'étaient pas des traditionnalistes, c'était des ultra-modernes, mais qui encore là, était dans cette idée-là de puiser dans l'ancien pour faire du neuf. Philippe Lambert aussi, qui est sorti de l'école des Beaux-Arts de Montréal avec une facture art déco. Dans son cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici vraiment là, à la même époque plus l'esthétique art déco là, avec la femme nue, le serpent, la pomme, ça c'est très très art déco, là, évidemment. Et à la même époque, en 1937, là, vous voyez, ça c'est des meubles qui ont été designés par Marcel Parizeau et fabriqués par les étudiants de l'École du meuble. Donc là, on n'est pas dans le folklorique, on est quand même à l'École du meuble. Mais ici, ça c'est tout à fait moderne. Si vous regardez les lignes de ces meubles-là et tout ça, évidemment, ça aurait pu être fait l'an dernier, puis on penserait que ça aurait été un design de 2017. C'est pas avant-garde, mais c'est vraiment d'une très, très, très grande modernité. Donc ça se faisait en même temps qu'on faisait chasse-galerie et feuilles d'érable, etc. Philippe Lambert, que je vous ai présenté, par exemple, ici, ça c'est ça, dans sa production personnelle, a été engagé par Céramique de Beauce comme designer et principal technicien. Et encore là, c'est juste pour vous montrer le genre de pièces qui pouvaient se faire. Là. Ça, c'est une très, très grande modernité, évidemment, là, je pense qu'on est dans les années 30, là, au début 40, si je ne me trompe pas. Donc, la ligne, la facture, évidemment, là, les couleurs. Bonjour, Québec. Ça a bien été. Ouais. Là, on se retrouve dans les années 40. Ça, c'est, je vous ramène tantôt au petit display qu'il y avait de la province de Québec avec le Krigoff et tout ça. Là, on se retrouve dans un environnement similaire, mais à la fin des années 40 à peu près. Donc, Krigoff a été remplacé par Cosgrove, par Guillopel. Il y a des tapis, là, vous voyez les genres de meubles qui sont ici, des fauteuils et tout ça. Là, donc, évidemment, c'est l'esthétique de la modernité là, qui rentre dans les années 40. Ah, je l'ai mis justement là pour... j'avais oublié pour comparer. Et en fait, de ce groupe-là, Pellan a eu son influence sur les métiers d'art aussi. Pellan travaillait à l'École des Beaux-Arts et Borduas travaillait à l'École du meuble. Chacun avait sa chasse gardée, son groupe, c'était 2 coqs à l'époque, etc. C'était la gang des Beaux-Arts versus la gang de l'École du meuble. Et chacun les crépuscules. L'histoire est vraiment intéressante. Jacques de Tonnancourt, qui était du côté de Pellan, pour faire simple. Et c'est juste pour vous montrer des pièces. C'est une peinture, comme Pierre présentait tantôt. C'est un de Tonnancourt qui est devenu un tapis, en fait. Puis moi, ce que j'ai toujours trouvé fascinant, cette pièce-là qui est exposée à Québec, je pense, à Mutation. Elle est sale ici, parce qu'il y a des gens, en fait, qui ont vraiment marché dessus pendant des années avant que ça se retrouve au musée. Donc moi, je trouve ça surprenant que le tapis de Tonnancourt ait effectivement servi de tapis chez quelqu'un. On va parler beaucoup de la transition des arts sacrés dans la période de la modernité. Ça, la photo n'est pas tellement belle, mais je vais y revenir à quelques reprises.
fébrile. Ça, c'est des objets qui sont ici de Charles Daudelin, qui est fait pour une église en 1969. La photo n'est pas tellement bonne, je vais y revenir, là, mais c'est juste pour vous montrer. Il y a eu vraiment eu... On a souvent tendance... 5 minutes. On a souvent eu tendance à penser que Bordua est avec son manifeste et qu'il y a une rupture radicale qui s'est faite. C'est souvent l'histoire qui a été présentée. Moi, je la connais très, très bien. Mais ce qu'on se rend compte de plus en plus, puis Nicolas m'a un peu confirmé de ça à travers ses travaux, c'est qu'il y a vraiment eu une période de transition, en fait, où les artistes de la modernité n'ont pas nécessairement jeté l'Église au complet. Au contraire, avec Vatican II, et même avec une vision un peu religieuse que ces gens-là ont emmené dans l'art, dans l'anarchie et tout ça, que pendant les années 60, les artistes en fait, de l'avant-garde moderne ont vraiment investi le patrimoine religieux et c'est là que les expérimentations ont eu lieu. Juste pour vous montrer, ça c'est des bijoux de Guy Vidal, entre autres, là, qui sont très inspirés évidemment du surréalisme, que ce soit de Pellan ou Bordua. Georges Delrue, très inspiré par le surréalisme aussi. Jean-Paul Mousson, on va en reparler, s'est adonné à des projets de vitraux en verre, des projets d'utilisant le thermoplastique, mais des lampes, entre autres. Il paraît que ça sent pas bon quelque chose, ces lampes-là. C'était très expérimental. C'est les gens au musée de la civilisation qui m'ont dit ça. Quand on a voulu sortir une lampe pour mutation, ils ont dit « Ah non, pas les lampes de Mousseau, ça sent pas bon. » C'est là que tu te rends compte que l'art, entre le livre et la réalité, c'est bon de savoir ces affaires-là. Mousseau, en 64, dans le métro, on va y revenir là, au courant de la journée. Ce que je voulais expliquer aussi, c'est qu'il y a eu le courant moderniste à l'automatisme, à Bordua, qui appelle, mais avec la fermeture de l'école du meuble et l'ouverture de l'école des arts appliqués, c'est vraiment l'influence du design allemand ou du Bauhaus qui va rentrer à Montréal, entre autres, à travers la figure de Julien Hébert. Voici comment une toile de Picasso devient évidemment là, la fameuse chaise, le Vassili, qui a été faite en son nom. Berceau pour bébé, inspiré des travaux de Vassili, tout ça. Maintenant, c'est devenu Ikea, ceci dit, là, quand on parle de 100 ans plus tard, mais à l'époque, c'était ça. Donc ça, c'était des objets qui étaient faits, designés par des grands artistes de l'art moderne, mais faits pour être faits en série. Donc vous avez la vaisselle Kandinsky. Paul Klee, qui évidemment enseignait au Bauhaus, qui a énormément influencé des femmes qui, entre autres, tissaient au Bauhaus beaucoup de textiles. Ça, par exemple, c'est un Paul Klee en peinture, mais ça, c'était une de ses étudiantes qui a fait une composition comme ça pour faire... là, je vais utiliser le mauvais mot, là, je vais dire un tapis, là, mais c'est... Tapisserie. Une tapisserie, oui, excusez-moi. Merci, Louise. Cendrier en métal, en étain, pour vous montrer aussi, là, ça c'est 1924 à peu près, donc on voit évidemment la modernité de ces objets-là. À la même époque, Gauvreau était dans son trip néo-rétro. Jacques Garnier, production plus personnelle. En 1964, Garnier a gagné un premier prix de design pour sa théière et finalement, il les a produits après ça pour céramique de boxe. Donc, on voit l'idée aussi dans l'idée du Bauhaus, la combinaison de l'industrie et du modernisme. Je vais juste rapidement pour terminer. La cocotte de Jean Cartier, encore là. Et ça nous amène évidemment là aussi au logo d'Expo 107. Julien Hébert étant un fils spirituel du Bauhaus. Et ce qui nous amène aussi à Maurice Savoie. Là, je vous emmène un peu plus loin dans le temps, mais pour vous montrer jusqu'où ce type de production-là peut amener aussi dans des formes très, très modernes que Maurice Savoie aussi. Là. Ah, ok.